quand des motards intimidants ont soudainement encerclé l'enterrement de ce petit garçon. L'assemblée a figé de terreur. Tout le monde craignait le pire. Mais au lieu de fuir, la petite sœur du défunt s'est avancée seule vers le chef de ces colosses. La question qu'elle lui a posée dans un murmure a non seulement fait pleurer ce géant, mais a provoqué un événement imprévisible qui a bouleversé la ville entière. Vous ne devinerez jamais ce qu'elle a osé lui demander. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Avant de continuer, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. J'adore vraiment découvrir d'où viennent mes spectateurs. C'est parti pour la suite de l'histoire. Le ciel pesait lourdement sur ce petit cimetière de campagne, un gris implacable et sans fin qui semblait avaler la moindre parcelle de lumière. C'était le genre de lieu oublié, si tranquille que même le vent paraissait ralentir sa course pour glisser silencieusement entre les pierres tombales, par simple respect pour ceux qui y dormaient. Mais en ce matin glacial, le silence n'avait rien de paisible ni d'apaisant. Il était oppressant. Une masse invisible et suffocante qui écrasait la petite poignée d'âmes rassemblées, une charge émotionnelle que personne n'était en mesure de porter. Au centre de ce tableau d'une tristesse infinie trônait une vision que l'esprit humain se refuse naturellement à accepter. Un cercueil d'un blanc immaculé, minuscule, dérisoirement petit face à l'immensité absolue du deuil qui l'entourait. À l'intérieur de cette boîte de bois reposait Mason, un petit garçon de 10 ans dont l'existence avait été fauchée bien trop tôt. Un enfant qui chérissait les genoux écorchés dans la cour de récréation, l'énergie des courses folles et surtout la joie pure d'écouter les moteurs gronder. Mason adorait regarder les motos passer sur la route départementale, les yeux brillants d'admiration devant ces machines qui déchiraient l'air comme des éclats de tonnerre. Il rêvait du jour où, lui aussi, chevaucherait l'une de ces bêtes d'acier. Désormais, le petit garçon reposait dans une immobilité glacée, veillé par quelques silhouettes clairsemées. Des voisins gênés par la tragédie, quelques lointaines connaissances au regard fuyant, et une mère. Une mère dévastée, enveloppée de vêtements sombres, tremblante de fatigue et de douleur. Elle se tenait là, le regard vide, tentant vainement de trouver un sens à l'insensé. Car personne ne sait jamais quoi dire lorsque la mort arrache un enfant à la vie. Aucun mot ne soulage une telle blessure. Surtout lorsque la famille endeuillée est si petite, si isolée, que l'on a la cruelle impression que l'univers entier a simplement détourné le regard, les abandonnant à leur sort. Accrochée à la manche de cette mère épuisée se trouvait Ellie, la petite sœur de Mason. Son manteau, manifestement trop grand pour elle, glissait doucement sur sa frêle épaule. Ses grands yeux clairs étaient rougis, gonflés de chagrin, mais ses larmes avaient cessé de couler, comme si son petit corps avait déjà versé tout ce qu'il contenait d'eau et de désespoir. Ellie comprenait la douleur des adultes, et même si le concept abstrait de l'éternité lui échappait encore, elle saisissait la réalité brutale de l'absence. Elle savait que son frère aîné ne lui tiendrait plus la main sur le chemin de l'école, qu'il ne rirait plus de ses dessins colorés et qu'elle ne s'assierait plus jamais derrière lui dans l'allée de leur maison, les bras serrés autour de sa taille pendant qu'il imitait le bruit d'un bolide à 2 roues. Cette absence béante hurlait dans son cœur d'enfant, couvrant totalement la voix douce et monocorde du prêtre. L'homme d'église prononçait des phrases pieuses, parlant de paix, de paradis et de repos divin. Ses paroles s'élevaient doucement dans l'air piquant du matin, mais elles ne trouvaient aucun écho. Elles retombaient dans le vide, impuissantes à réchauffer l'âme d'Ellie ou celle de sa mère, les laissant seuls face au vide immense que laissait le petit garçon qui aimait le tonnerre. Les murmures consolateurs et la voix monocorde du prêtre furent soudainement brisés par un son qui n'appartenait pas à ce lieu de recueillement. Une vibration sourde, venue de loin, presque imperceptible au début, comme un orage d'été qui roule lentement sur la plaine avant de s'abattre. Dans l'air froid et immobile de la matinée, ce frémissement s'est peu à peu transformé en un grondement profond, régulier, devenu en quelques secondes une certitude incontestable. Les rares personnes présentes ont instinctivement tourné la tête vers l'étroite route de campagne qui serpentait jusqu'aux grilles en fer forgé du cimetière. Une onde d'anxiété glaciale a traversé la petite assemblée lorsque, l'une après l'autre, des silhouettes massives ont franchi la crête de la colline pelée. Une douzaine de motos lourdes, leur chrome étincelant d'un éclat froid sous le ciel couvert, avançaient en formation serrée, fendant la brume matinale. Des hommes robustes, aux épaules larges, enveloppés dans des vestes de cuir sombre et usées par la route, chevauchaient ces immenses machines. Presque immédiatement, des chuchotements effarouchés ont parcouru la foule endeuillée. Les voisins ont échangé des regards chargés d'appréhension et de préjugés, reconnaissant les emblèmes cousus dans le dos de ces inconnus. L'inconfort s'est mué en une panique silencieuse, presque palpable. L'assistant s'attendait au pire, jugeant ces hommes sur leur seule apparence, terrifié à l'idée qu'ils viennent profaner par le bruit ou le désordre la pureté fragile de ces adieux. Mais la tension s'est évaporée d'une manière totalement inattendue.
Au lieu de faire rugir leurs moteurs pour s'imposer, les motards ont ralenti l'allure avec une douceur déconcertante. Ils se sont rangés avec une précision militaire le long du muret de pierre marquant la frontière du cimetière. D'un seul mouvement, presque chorégraphié, ils ont coupé les contacts. Le tonnerre mécanique s'est évanoui instantanément, remplacé par un silence d'une toute autre nature. Ce n'était plus le mutisme oppressant du chagrin absolu, c'était le silence pesant d'un respect infini. Lentement, délibérément, les hommes ont retiré leurs casques pour dévoiler des visages sévères, burinés par les intempéries et creusés par les épreuves de la vie. Ils se sont tenus droits, immobiles, tels des statues de granit veillant sur un sanctuaire, les mains croisées devant eux, le regard baissé. Ils ne cherchaient ni à s'approcher ni à intimider. Au milieu des adultes paralysés par la méfiance, la petite Ellie a levé les yeux. Sa tristesse semblait soudain suspendue. Elle ne voyait ni le danger ni la rudesse de ces étrangers. Son regard d'enfant n'était empli d'aucun jugement, seulement d'une fascination pure. Ce grondement sourd qui avait fait trembler la terre quelques instants plus tôt, elle le connaissait parfaitement. C'était la voix des machines que Mason idolâtrait. Il lui racontait toujours avec passion que ces motos enfermaient le bruit de la foudre. Pour Ellie, ces colosses de cuir n'étaient pas des intrus menaçants. Ils étaient l'écho vivant des histoires merveilleuses de son frère, le tonnerre qu'il aimait tant, descendu du ciel gris pour lui rendre une toute dernière visite. Sans prévenir, les petits doigts d'Ellie glissèrent hors de la main frêle de sa mère. Ignorant les regards effarés des adultes autour d'elle, la petite fille s'avança. Ses minuscules chaussures vernies s'enfonçaient doucement dans l'herbe humide et froide du cimetière. À cet instant précis, le temps sembla s'arrêter, figeant la scène dans une éternité silencieuse. Les membres de la famille et les quelques voisins se pétrifièrent, saisis par une terreur sourde. La mère de la fillette étouffa un cri d'effroi, mais la surprise l'avait totalement paralysée. Personne n'osa esquisser le moindre geste pour retenir l'enfant. L'image était poignante, presque irréelle. Cette fillette si fragile, dont le visage triste était à peine visible sous son grand manteau sombre, marchait d'un pas hésitant mais d'une résolution inébranlable vers cette muraille d'hommes intimidants. La foule retenait son souffle, terrifiée par le contraste saisissant entre cette vulnérabilité absolue, cette innocence pure, et l'apparence farouche, presque martiale, de ces étrangers d'acier et de cuir. La distance qui les séparait semblait infinie, un gouffre béant entre deux mondes que la société n'aurait jamais pensé voir se croiser. Ellie ne s'arrêta que lorsqu'elle se trouva à quelques centimètres seulement du chef du groupe. C'était un homme immense, aux larges épaules, dont la barbe grise et drue tombait sur un gilet patiné par d'innombrables voyages. Vu d'en bas, il ressemblait à un géant redoutable, une montagne de rudesse. Pourtant, il ne recula pas, ne fronça pas les sourcils. Il baissa simplement les yeux vers elle avec une attention solennelle, lui offrant l'espace dont elle avait besoin. D'une main tremblante, Ellie sortit de sa poche un morceau de papier froissé. C'était un dessin très maladroit, esquissé au crayon de couleur un peu plus tôt ce matin-là. Une moto imparfaite, avec des roues asymétriques et des lignes hésitantes qui ne se rejoignaient pas tout à fait, mais dont l'intention débordait d'un amour fraternel infini. Elle tendit ce trésor abîmé vers le colosse. Ses petites lèvres se mirent à trembler, cherchant désespérément le courage de briser le silence pesant du cimetière. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix n'était qu'un souffle fragile dans l'air glacial, mais elle résonna dans chaque cœur présent. « Est-ce que vous pouvez porter le cercueil de mon fils » murmura-t-elle. Les mots s'étaient emmêlés dans son esprit troublé, répétant instinctivement l'écho douloureux des lamentations de sa propre mère qu'elle avait entendues toute la nuit. Réalisant immédiatement son erreur face à l'immensité de son chagrin, les larmes qu'elle s'efforçait de retenir depuis si longtemps franchirent la barrière de ses cils pour rouler sur ses joues pâles. « Je veux dire, le cercueil de mon grand frère » corrigea-t-elle, la voix brisée par un sanglot étouffé. Ce fut comme si une onde de choc invisible venait de frapper ce géant de la route en plein cœur. Sous les yeux médusés de l'assemblée, la carapace impénétrable du vieux motard se fissura. L'émotion la plus pure traversa son visage buriné, balayant en une fraction de seconde toute trace de dureté et d'intimidation. Avec une lenteur infinie, presque religieuse, cet homme qui avait probablement affronté les pires tempêtes de l'existence plia le genou. Il s'accroupit dans l'herbe mouillée pour se mettre exactement à la hauteur de cette petite fille brisée. Ses grandes mains, calleuses et noircies par la mécanique, prirent le bout de papier avec la délicatesse que l'on réserverait à la relique la plus précieuse au monde. Il regarda le dessin d'enfant pendant une longue seconde, puis plongea son regard profondément dans les yeux inondés d'Ellie. Et là, d'une voix grave mais d'une douceur bouleversante, il fit une promesse qui allait changer le cours de cette journée funeste. « Oui, petite, répondit-il doucement, on va faire ça pour lui. » La première partie de la cérémonie s'acheva dans ce même silence engourdi, sous le regard imperturbable des cieux gris.
Alors que la foule clairsemée commençait à se disperser lentement, le chef des motards resta immobile, le regard rivé sur le morceau de papier froissé qu'il tenait toujours entre ses doigts épais. Ce dessin maladroit aux lignes asymétriques semblait soudain peser plus lourd que le chagrin ambiant. Lentement, il releva la tête et se tourna vers ses frères d'armes, ces hommes au visage fermé qui n'avaient pas manqué une seule seconde de l'échange. Il n'eut pas besoin d'élever la voix, ni d'expliquer ce qu'il venait de ressentir. D'un ton grave, empreint d'une autorité tranquille et d'une détermination absolue, il prononça simplement ces mots. « On ne va pas laisser ce gamin partir comme ça. » Personne ne discuta. Aucun d'entre eux n'eut besoin de la moindre justification. Ils avaient tous lu la même détresse infinie dans les yeux clairs de la petite fille. Cette tristesse dévastatrice qui ne devrait jamais assombrir le regard d'un enfant. La douleur passive de cette matinée funèbre venait soudain de se muer en un but impérieux, en une question d'honneur viscéral. Dès la tombée de la nuit, loin des regards indiscrets et du silence de ce petit cimetière, une mobilisation sans précédent commença à s'organiser. Le récit quitta les tombes pour s'étendre aux routes assombries de la région. Dans l'ombre de cette nuit glaciale, un vaste réseau invisible se mit en marche. Les téléphones se mirent à vibrer dans des bars enfumés, des ateliers mécaniques et des foyers silencieux à travers tout le pays. Des messages brefs, presque cryptiques, circulèrent à la vitesse de l'éclair entre les différents chapitres de cette confrérie souterraine. Un petit garçon de 10 ans. Il aimait les motos. Il a besoin de nous. Ces quelques mots suffirent. À des centaines de kilomètres à la ronde, des décisions furent prises sans la moindre hésitation. Des projets personnels furent annulés, des services furent demandés, des horaires de travail furent ignorés. Dans le secret des garages éclairés au néon, les moteurs furent préparés, les chromes polis une dernière fois. Et bien avant que les premières lueurs de l'aube ne viennent percer l'obscurité, une migration massive s'amorça. Sous le couvert de la nuit, les phares jaunes et blancs transpercèrent l'obscurité des routes de campagne et des autoroutes désertes. Des centaines d'hommes roulaient dans le froid mordant, guidés par une boussole intérieure bien plus forte que n'importe quelle obligation sociale. Ils ne faisaient pas cela pour la gloire, ni pour attirer l'attention des caméras, et encore moins pour redorer leur réputation souvent ternie par les préjugés. Ils répondaient à un appel fondamental dicté par un code d'honneur strict et tacite. Ce code qui exige que, lorsque la vie frappe injustement les plus vulnérables, on se doit de répondre présent, de faire rempart de son propre corps et de ses propres machines pour offrir un dernier hommage à un enfant oublié par le monde. Lorsque les premières lueurs pâles de l'aube vinrent caresser les toits endormis de la petite ville, elles n'apportèrent aucun réconfort dans la modeste maison d'Élie. La nuit avait été longue, hantée par le chagrin et la perspective redoutée de l'inhumation finale. La mère, les yeux cernés par des heures d'insomnie et le cœur lourd d'une douleur inguérissable, s'asseyait à la table de la cuisine, totalement vidée de ses forces. Le silence du petit matin pesait sur ses épaules comme un fardeau écrasant, ravivant ce sentiment atroce de solitude, cette conviction amère que l'univers entier avait oublié l'existence de son fils. Élie, blottie contre elle, regardait le jour se lever avec la même appréhension muette. Mais soudain, l'atmosphère de la bourgade bascula. Une vibration basse, profonde, commença à faire trembler les vitres du salon. Ce n'était pas le grondement lointain de la veille, c'était une onde sonore vaste et continue, un raz-de-marée mécanique qui envahissait lentement chaque rue, chaque ruelle. Des centaines de motards pénétraient dans la ville. Une marée humaine et métallique déferlait avec une majesté solennelle. La mer de chrome et de cuir s'écoulait le long des trottoirs, dans un ordre absolu. Les moteurs ronronnaient à bas régime, créant une symphonie grave qui enveloppait les façades sans jamais les agresser. Faisant preuve d'une discipline quasi militaire, les motards se garèrent à la perfection, alignant leurs lourdes machines avec une précision millimétrée pour ne pas bloquer la circulation, ne laissant place qu'à un respect monumental. La ville entière semblait retenir son souffle devant cette parade inattendue. Puis, un coup fut frappé à la porte de la petite maison. Un son doux, mais empreint d'une assurance tranquille. La mère de Mason, le souffle court, se leva péniblement pour aller ouvrir. Sur le palier se tenait le même colosse à la barbe grise de la veille. Il n'avait plus son allure farouche. Son casque reposait dignement sous son bras, sa posture respirait la déférence et la compassion. Il la regarda avec une humanité profonde, ôta lentement ses gants, et d'une voix empreinte d'une humilité bouleversante, il lui adressa une simple requête. « Madame, murmura-t-il, nous espérions que vous nous laisseriez faire les choses bien pour votre garçon. » La mère resta figée, l'esprit du temps pour comprendre. Elle leva les yeux au-delà de la carrure imposante de l'homme, et c'est là qu'elle vit le miracle. La rue entière, à perte de vue, était bordée de motards immobiles, debout à côté de leur monture, attendant en silence. Des centaines d'inconnus venus honorer la mémoire d'un enfant qui n'avait jamais croisé. À cet instant précis, la digue de sa solitude céda.
Les larmes qui inondèrent son visage n'étaient plus seulement des larmes de deuil, mais des larmes d'un soulagement foudroyant. Le désespoir de l'abandon volait en éclats, remplacé par la certitude bouleversante que son petit garçon ne s'en irait pas dans l'indifférence du monde. Derrière elle, la petite Ellie passa prudemment la tête par l'entrebâillement de la porte. Ses yeux immenses parcoururent la ligne infinie de motos qui s'étirait jusqu'à l'horizon. Et là, au milieu de l'océan de chagrin qui noyait leur existence, un petit sourire pur et fragile illumina le visage de l'enfant. Les géants de la route avaient tenu leur promesse. Le retour au cimetière marqua un contraste saisissant avec la désolation de la veille. Le lieu sacré n'était plus ce terrain vague abandonné au vent froid et à l'indifférence. Il avait été littéralement transfiguré. Dès les grilles de fer forgé jusqu'au bord de la fosse fraîchement creusée, des centaines de motards avaient formé une aide d'honneur absolument impeccable. Une double ligne ininterrompue d'hommes et de femmes vêtus de cuir noir, se tenant dans un silence d'une pureté absolue. Ils encadraient le chemin de terre avec la droiture d'une garde royale, transformant cette simple allée de campagne en un sanctuaire inviolable. L'atmosphère n'était plus à la pitié ni au malaise, mais à la solennité la plus profonde. Le prêtre, qui s'était senti si impuissant quelques heures auparavant, reprit la cérémonie d'une voix tremblante. Il était profondément bouleversé, humilié dans le sens le plus noble du terme par cette démonstration de grâce inattendue. Les paroles qu'il prononçait maintenant ne se perdaient plus dans le vide glacial de l'oubli. Elles étaient portées par la présence puissante et silencieuse de cette communauté de fer qui veillait sur l'assemblée. Puis vint le moment le plus redouté, cet instant d'un déchirement indicible où il faut mener l'enfant vers sa dernière demeure. Mais la mère et la petite fille n'eurent pas à affronter cette épreuve dans l'isolement. À un signe imperceptible du grand homme à la barre grise, 6 motards s'avancèrent hors des rangs. Leurs pas étaient lents, mesurés, presque silencieux sur le gravier. Avec une douceur infinie qui contrastait incroyablement avec leurs mains calleuses et leurs bras tatoués, ils retirèrent leurs lourds gants de cuir. Ils entourèrent le minuscule cercueil blanc, se positionnant avec une synchronicité parfaite, comme s'ils avaient préparé cet adieu tragique toute leur vie. Et d'un seul mouvement, unis et puissants, ils soulevèrent la boîte de bois. Ce geste n'était pas seulement physique. En élevant ce petit cercueil vers les cieux gris, ces géants de la route prenaient littéralement sur leurs propres épaules tout le poids de la douleur maternelle. Ils portaient le fardeau émotionnel d'une famille brisée, offrant leur force à celle qui n'en avait plus. À l'instant précis où le cercueil quitta son socle, un événement majestueux se produisit à travers tout le cimetière. Dans un murmure unanime et ample, comme une vague balayant la colline, chaque motard présent retira son casque. Des centaines de têtes s'inclinèrent simultanément, tandis que des centaines de mains calleuses vinrent se poser fermement sur le côté gauche de leur poitrine. Un geste de respect total, un salut vibrant adressé à l'âme du petit maçon. Le seul bruit qui résonnait alors sous le ciel lourd était le crissement régulier des bottes des 6 porteurs avançant dignement vers la tombe. Derrière eux, la petite Ellie emboîta le pas. Sa petite main était toujours serrée dans celle de sa mère, mais sa posture avait changé. En marchant dans cette allée humaine, entouré par ce rempart de cuir et de compassion, l'enfant ne se sentait plus abandonné. La peur et l'isolement avaient été remplacés par une force immense, celle d'une confrérie invincible qui marchait avec elle dans l'ombre de la mort. Le petit cercueil blanc fut lentement descendu dans les profondeurs de la terre humide, scellant la fin du rituel funéraire. Les prières finales s'éteignirent, avalées par l'air glacial, et le prêtre fit un dernier signe de croix. Habituellement, c'est l'instant où la foule se disperse, où les regards s'évitent poliment et où chacun retourne à sa propre existence. Pourtant, personne ne bougea. L'immense marée de motards demeura figée, ancrée dans le sol du cimetière avec la fermeté d'une forêt de chênes centenaires. Pas un murmure, pas un raclement de gorge ne vint troubler cette immobilité spectaculaire. Ils attendaient. Quelque chose d'invisible, de suspendu, planait encore au-dessus de cette tombe fraîchement refermée, comme une dernière note de musique qui refuse de s'effacer. Le géant à la barbe grise se détacha une nouvelle fois de la ligne d'honneur. Ses pas lourds se firent presque silencieux alors qu'il s'approchait de la petite Ellie. La fillette serrait contre son cœur un petit jouet en plastique, une moto miniature dont elle caressait distraitement les contours. L'homme massif s'agenouilla une dernière fois dans l'air froissé, se mettant exactement à sa hauteur. Son regard, d'une douceur infinie, sonda les yeux rougis de l'enfant. « Tu m'as bien dit que ton grand frère aimait le son des motos, n'est-ce pas ?» murmura-t-il d'une voix grave et protectrice. Ellie hocha timidement la tête, le regard toujours perdu vers le fond de la tombe. Il disait que ça ressemblait au bruit du tonnerre, répondit-elle dans un souffle fragile. Le vieux motard ferma les yeux une fraction de seconde, acquiesçant lentement. Il se releva de toute sa hauteur et se tourna vers la mère de cuir noir qui attendait en retenant son souffle. Sans un mot,
Sans la moindre emphase dramatique, le chef leva simplement la main droite vers le ciel gris. Ce fut le seul signal nécessaire. En une fraction de seconde, des centaines de motards remirent leurs casques et chevauchèrent leurs machines. Puis, l'impensable se produisit. Un premier moteur rugit, profond et féroce, suivi presque instantanément par un deuxième, un dixième, et finalement des centaines d'autres. Les moteurs s'éveillèrent dans un unisson parfait, libérant une onde sonore titanesque qui balaya le cimetière. Mais ce n'était pas un vacarme désordonné ni une cacophonie agressive. C'était un chœur mécanique maîtrisé, une symphonie rugissante et majestueuse qui faisait vibrer la terre elle-même. La puissance du son résonnait dans les os, dans les poitrines, dans l'air froid qui semblait soudain s'embraser de vie. Ce bruit que la société juge, souvent si brutal, se métamorphosait sous leurs yeux en une berceuse d'une puissance bouleversante, un requiem de métal et de feu offert à l'âme d'un enfant. La petite Ellie releva la tête, surprise par cette vibration qui l'enveloppait de toutes parts. Et là, au milieu de ce tonnerre assourdissant, son visage s'illumina. Un sourire éclatant, pur et magnifique, transperça le voile de ses larmes. Elle reconnaissait cette musique. Pour la première fois depuis la tragédie, une étincelle de joie véritable brillait dans ses yeux clairs. Elle savait, avec la certitude absolue de l'enfance, que les anges de la route offrèrent maçonnent le voyage le plus grandiose qu'il aurait jamais pu imaginer. Un départ majestueux, porté par la foudre qui l'aimait tant, une ultime chevauchée vers les étoiles. Aussi soudainement qu'il avait éclaté, le majestueux tonnerre mécanique s'estompa. Les lourds moteurs se turent à l'unisson, dans une chorégraphie sonore parfaite, laissant retomber sur le vieux cimetière de campagne un silence d'une toute autre nature. Ce n'était plus le vide glacial, écrasant et oppressant du désespoir de la veille. C'était un silence plein, un silence riche, palpable, lourd d'un sens nouveau, chargé de fraternité, d'empathie et d'une paix inespérée. Sans s'attarder, sans attendre la moindre louange, sans chercher le moindre regard de gratitude ou la moindre parole de remerciement de la part de la famille, les motards se mirent calmement en mouvement. D'un simple signe de tête grave, d'un dernier regard respectueux adressé à la mère d'Ellie, ils regagnèrent lentement la route. Par petits groupes discrets, ils s'éloignèrent et disparurent dans la brume grise de l'après-midi. Ils s'évanouirent comme une armée d'anges gardiens ayant accompli son devoir sacré, laissant derrière eux une mère et une petite fille qui, pour la toute première fois depuis la tragédie, parvenaient enfin à respirer librement. Mais l'histoire de cette confrérie silencieuse ne s'est pas achevée au gris rouillé de ce cimetière. Dans les semaines, puis les mois qui suivirent cette journée inoubliable, de petits miracles pudiques commencèrent à se multiplier autour de la modeste maison familiale. Des sacs de provisions apparaissaient mystérieusement sur le porche au petit matin, sans le moindre mot d'accompagnement. Des enveloppes anonymes, discrètement glissées sous la porte d'entrée, venaient solder les factures en retard pour soulager le quotidien de la mère. Et quelques années plus tard, un cabinet d'avocats informa à la famille qu'un fonds de scolarité avait été secrètement ouvert pour garantir l'avenir de la jeune fille. Tout cela fut accompli dans l'ombre la plus totale. Jamais personne ne vint frapper à leur porte pour réclamer de la gratitude, jamais un seul nom ne fut prononcé. Pour ces hommes et ces femmes de la route, le véritable altruisme ne se clame jamais sous les lumières des projecteurs. Il s'exécute en silence, avec la noblesse et l'humilité de ceux qui connaissent le véritable prix des larmes. En grandissant, Ellie n'a jamais laissé s'effacer le souvenir de ce jour fondamental. La douleur aiguë et insoutenable de la perte s'est doucement muée en une mélancolie apaisée, en un héritage d'amour. Et chaque fois qu'elle entendait, au loin, le grondement profond d'une moto roulant sur la grande départementale, elle ne ressentait ni crainte, ni amertume, ni tristesse. Ce son puissant n'était plus le rappel cruel de la mort de son grand frère. Il était devenu la promesse réconfortante d'un bouclier invisible tendu au-dessus de sa vie. Elle savait désormais, au plus profond de son âme, que derrière l'apparence rude de notre monde se cachent des cœurs d'une noblesse insoupçonnée, des âmes prêtes à tout abandonner pour soutenir les plus fragiles d'entre nous. Car la véritable force d'un être humain ne réside ni dans l'intimidation, ni dans les poings, ni dans le vacarme que l'on impose aux autres. La véritable force, celle qui marque les esprits et guérit les âmes pour l'éternité, c'est cette capacité extraordinaire à s'agenouiller dans la boue pour porter doucement le fardeau de celui qui n'a plus la force d'avancer seul. Si cette histoire de résilience, de respect absolu et de fraternité silencieuse a touché votre cœur aujourd'hui, je vous invite chaleureusement à la faire vivre au-delà de ces quelques minutes. Prenez un instant pour aimer cette vidéo, pour vous abonner à notre chaîne et pour partager ce récit poignant avec vos proches. C'est en transmettant ces moments d'humanité pure et désintéressée que nous rappelons au monde que la lumière, aussi vacillante soit-elle, finit toujours par percer l'obscurité. Merci infiniment pour votre écoute attentive et prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez.